Mesdames, Messieurs, bonjour, un plaisir de vous retrouver. L'équipe est déjà au rendez-vous. Vous le savez, aujourd'hui, nous parlons santé. Et ce matin, nous avons décidé de nous intéresser à la prostate. La prostate, cette glande-là qui est dans l'appareil reproducteur de l'homme. Est-ce qu'ils doivent la subir finalement, ces hommes? Doivent-ils subir la prostate? Nous avons essayé de poser la question à tous ceux que nous allons recevoir sur notre plateau, parce que c'est important de penser à sa santé. Émeric Okupeli, bonjour. Bonjour Brunel Adossi, bonjour chers amis téléspectateurs. Vous allez bien? Très bien. Modeste Dossou-Togwe, bonjour. Bonjour Brunel Adossi, bonjour Émeric. La pleine forme? Oui, très bien. D'accord. C'est vrai que personne n'aime être fébrile, disons, subir la maladie, peu importe cette maladie-là d'ailleurs, parce que justement, ça nous empêche d'être dans notre... nous-mêmes en fait, et de faire tout ce qu'on devrait faire, Modeste. Il faut dire qu'après la peur qui est le premier ennemi de l'homme, il y a aussi la maladie. Donc il faut faire en sorte d'avoir une pleine santé, une bonne santé, pour pouvoir chaque jour se défendre. Parce que avec la maladie, vous ne pouvez pas, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous êtes obligé d'être scotché dans votre lit ou dans un hôpital, par exemple. Et je pense qu'il faut vraiment lutter et prendre soin de soi. Très bien. C'est important. Oui. Et la prostate, justement, c'est le sujet dont on parle, Émeric. Alors, qu'est-ce que vous en savez? Il faut dire que quand on parle de la prostate, c'est vrai que quand on entend parler de la prostate, ça fait déjà peur, hein? Parce que on a dit que c'est une maladie spécifiquement pour hommes. Mais à travers mes recherches, ce que j'ai compris, j'ai découvert, en réalité, la prostate n'est pas en réalité une maladie. C'est tout à fait normal. Tout homme normal devrait avoir la prostate. Mais le souci, c'est les maladies liées à la prostate. Voilà. Donc, au fil du temps, j'ai découvert que réellement la prostate c'est une maladie réelle, que la maladie de la prostate c'est une maladie dont on peut souffrir en tant qu'homme, et donc il y a quand même des précautions qu'il faut prendre. Et aussi il y a des symptômes annonciateurs de cette maladie là, et donc déjà quand vous avez de ces symptômes là, il faut aller se faire consulter pour réellement savoir s'il s'agit de la maladie de la prostate ou pas. Très bien. Modeste? Alors, c'est vrai, on entend souvent, les gens disent souvent qu'il ne faut pas, quand l'homme tient assez de rapports sexuels, ça développe plus la prostate et la maladie de la prostatite. Et aussi, c'est héréditaire. Et pour la petite recherche, je pense que la prostate, c'est un organe qui est situé en dessous de la vessie. Et au fur et à mesure que l'homme prend l'âge, ce qui est sûr, tout homme doit prendre. On ne peut pas vivre éternellement à 15 ans ou à 20 ans. Je pense qu'il faut évoluer. Donc, les maladies viennent en fait avec l'organisme vieilli. Donc, voilà. En tout cas, le médecin est là pour nous en parler tout à l'heure, nous donner assez de détails sur tous ces aspects-là, de quoi il s'agit réellement quand on parle de prostate, les maladies qui y sont liées et comment est-ce qu'il faut l'éviter, le traitement aussi surtout. Et Émeric, vous voulez dire quelque chose? Oui, en fait, ce qu'il faut surtout demander aux médecins, c'est peut-être pour savoir réellement les symptômes. Quand il faut quand même qu'on sache réellement, quand on a ces genres de symptômes-là, s'il s'agit réellement de la prostate ou bien s'il s'agit d'un semblant de la maladie de prostate. Donc, surtout ça. Et aussi, il faut quand même qu'on sache est-ce que c'est mortel? Est-ce que le traitement est possible aujourd'hui? Parce que vous savez, toute maladie qui peut se traiter, ça au moins amoindrit un peu. Ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir, voilà. Ça donne de l'espoir. Ça va passer. Ça va passer. Mais si ce n'est pas, c'est non traitable. On ne peut pas en guérir. On ne peut pas en guérir complètement. Là encore, c'est un autre souci. Donc, il faut quand même qu'on le sache et qu'on prenne surtout nos précautions, parce que j'ai lu quelque part, on dit que quand déjà vous urinez, il y a des gouttes de sang, je ne sais pas si c'est vrai, le médecin aura des caillots de sang. Il faut commencer par... ça fait partie des symptômes de la prostate. Et quand vous éjaculez dans votre sperme, il y a des caillots de sang également.
Il s'agit de la prostate, donc peut-être le médecin viendra nous confirmer cela ou pas. Donc, de toutes les façons, il faut quand même prendre ses précautions et surtout par rapport à cette maladie, parce que tout homme doit passer par là. Très bien. Alors, vous avez donné vos avis sur ce que vous en savez. Et également, Modeste a questionné quelques personnes sur ce qu'ils en savent avant que le médecin nous dise de quoi il s'agit réellement. On les suit avant de recevoir le médecin. La prostate, je dirais, c'est une mauvaise maladie. Et c'est souvent fréquent pour des personnes âgées, je dirais dans l'intervalle d'âge de 40, 50, 60 et autres. On note beaucoup de difficultés avant de se satisfaire. On a souvent besoin d'uriner 5 fois comme ça dans la nuit avant de se réveiller très tôt le matin. Donc fréquemment quoi. Je dirais c'est quelques symptômes. Je peux noter la forte fréquence sexuelle. Quand tu es habitué à prendre fréquemment les trucs sucrés, vraiment sucrés, ça peut engendrer une maladie pareille. Ce que j'entends souvent concernant la prostate, ça se note chez les personnes qui aiment la fréquentation des sexe, c'est-à-dire les personnes qui aiment trop le sexe. Pour moi, la prostate, c'est une maladie située au niveau des bassins. Concernant les manifestations, pour ce que je connais, celui qui a la prostate a souvent envie d'uriner. C'est de façon répétitive, quoi. Et bon, aussi, je sais que j'entends parler de ça et les gens disent que c'est une maladie héréditaire. Ce qui peut causer la prostate, il y a l'excès du sexe et parfois il y a ce que nous mangeons. Voilà, donc c'était l'avis de quelques citoyens sur le sujet. De toute façon, le médecin va nous donner un peu plus de détails par rapport à cela. Voilà, nous retrouvons à présent le médecin fidèle sur nos plateaux, Félicien Edou. Bonjour. Bonjour amis téléspectateurs, bonjour Dame Brunel. Comment est-ce que vous allez? Je me porte très bien. Un plaisir de vous retrouver sur notre plateau. Alors avec vous, on en saura davantage sur ce que c'est que la prostate, comment est-ce qu'il faut en prendre soin, le cancer également de la prostate. Mais avant, je voudrais quand même d'abord que vous nous donniez peut-être votre avis sur la nouvelle configuration de l'émission. Vous l'avez peut-être un peu suivi depuis le début. Une petite pause pour mieux revoir les choses, si je puis dire. C'est toujours bien de faire des pauses et d'évaluer ce qui est déjà en place pour voir ce qu'il faut améliorer. J'avoue que c'est une bonne chose de revoir un peu la configuration et ça va permettre aussi à des gens qui ont du mal avant à mieux suivre, de bien suivre et de bien se préparer pour une bonne émission. Absolument, toujours pour le plaisir donc de nos amis téléspectateurs. Alors, Félicien Edou, déjà la prostate, qu'est-ce que c'est la prostate, tout simple? Pour dire de façon simple, la prostate c'est une glande qui, comme toute glande de l'organisme, mais une glande qui fait partie des glandes de l'appareil reproducteur masculin. Si on veut le définir de façon simple, c'est une glande qui fait partie des glandes de l'appareil reproducteur masculin. Très bien. Voilà. Et il sert à quoi en réalité, de manière précise? Parce que fait partie, là, ça veut dire qu'il y a d'autres choses en réalité. Oui, il y a d'autres choses. Oui, la prostate, si on veut parler de son rôle, comme je l'ai dit au départ, ça fait partie des glandes de l'appareil reproducteur mâle. Oui. Ça veut dire que ça a un rôle dans la sexualité de l'homme. De l'homme, oui. Alors, quand l'homme est en activité sexuelle, il arrive au moment où il éjacule. Alors, le liquide qui sort, en fait, c'est le liquide-là, c'est la prostate qui le sécrète. Donc, le rôle principal de la prostate est de sécréter le liquide prostatique qui est une constituant du sperme. Le liquide qui constitue le sperme, c'est la prostate qui sécrète. Très bien. Donc, c'est le rôle principal que la prostate a joué dans l'organisme, dans l'appareil reproducteur masculin, c'est de sécréter le liquide prostatique qui est en réalité, qui représente le sperme, une partie du sperme. Oui. Donc le sperme, c'est le liquide plus les spermatozoïdes qui quittent les testicules pour venir au niveau
pendant l'éjaculation. Donc, les spermates vont quitter la testicule pour passer par les conduits déférents jusqu'au niveau de la prostate. Et la prostate va sécréter maintenant ces liquides pour se mélanger maintenant pour favoriser le suivi, le déplacement de ces spermatozoïdes qui va sortir pendant l'éjaculation. Voilà son rôle. Très bien. Alors, la prostate, il faut dire que généralement, beaucoup d'hommes, à un moment donné, ont des problèmes au niveau de la prostate. Qu'est-ce qui explique cela, ou bien c'est quoi ces problèmes-là, en réalité? Avant de parler de problèmes au niveau de la prostate, il faut déjà savoir à quel endroit se situe la prostate. La prostate. Comme ça, vous allez comprendre quand on parle de problèmes, quels genre de problèmes on peut avoir. La prostate, c'est une glande qui est en bas de la vessie, c'est-à-dire la poche qui recueille les urines des reins chez l'homme. Oui. Et il a une forme ovale qui entoure l'urètre par où l'urine va quitter la vessie pour sortir quand l'homme a envie d'uriner. Donc, c'est une glande qui englobe l'urètre qui est en bas immédiatement de la vessie. Donc, il est bien sûr en avant du canal là où on fait les matières fécales et devant, en haut, la vessie et devant le reste de la paroi abdominale, chez l'homme principalement. Et c'est situé dans le plancher pelvien, donc dans le pelvis de l'homme. C'est ancré dans le pelvis. Donc, et avec ses rapports avec les os et tout ce qui l'accompagne. Donc, et cette situation particulièrement va influencer, ça dépend de à quel moment on se situe, de quel problème il s'agit, ça va influencer, ça va nous permettre de statifier les signes qu'on peut avoir quand il y a problème. Qu'est-ce qu'on peut ressentir quand il y a problème? Déjà, quand j'ai déjà dit que ça entoure l'urètre, ça veut dire que le problème d'urine là, ça va se poser automatiquement. Donc, on comprend déjà que ça entoure l'urètre, on comprend déjà que quand il y a problème d'urine, il faut d'abord questionner cette glande. Donc, les problèmes qu'on peut avoir, il y en a 3 catégories que je vais citer. Soit quand l'âge avance, quand on franchit la quarantaine, la prostate augmente naturellement de volume. C'est physiologique. Ok, donc il ne faut pas s'inquiéter en fait. Il ne faut pas s'inquiéter à ce stade. Si ça augmente de volume. Mais à un stade qui est physiologique. Mais quand ça dépasse les normes, c'est en ce temps-là qu'on va commencer par s'inquiéter. Là, c'est déjà qu'il faut déjà avoir l'habitude de faire des échographies pour qu'on vous mesure le volume, la consistance de la prostate pour pouvoir savoir s'il y a problème ou pas. Demander aux hommes d'aller faire une échographie, c'est nécessaire. Comment je vais dire, c'est déjà l'échographie, on voit tout de suite la femme. Et demander à un homme d'aller faire l'échographie, c'est comme s'il lui demandait de marcher sur la tête. Normalement, ça ne devait pas être le cas parce que nous aussi, on a l'organe là qu'il faut évaluer régulièrement en cas où des problèmes, qu'on puisse les détecter tôt et apporter des corrections pour éviter que ça devienne pathologique. Donc, quand on franchit la quarantaine, cet organe, cette glande prend un peu de volume. Ça, c'est physiologique. Ça, c'est pas encore un problème. Mais ça arrive que ce volume-là devient anormal. Donc, c'est une croissance anormale de ce volume. Là, on va parler d'hypertrophie bénigne de la prostate. À ce stade, c'est béni, c'est rien de grave, mais il faut traiter. Il faut faire un suivi régulier qui demande beaucoup plus de temps, d'énergie, de moyens financiers. Alors, lorsqu'on dépasse cette étape, il y a l'étape où ça peut être un problème maligne, c'est-à-dire qu'on appelle les cancers, qui se développent au niveau de la prostate. Donc, le cancer, c'est une autre catégorie. Ça ne veut pas forcément dire que l'hypertrophie bénigne va évoluer vers cancer. C'est ce que j'allais demander. Non. D'accord. Il peut y avoir hypertrophie bénigne simplement sans cancer. Il peut y avoir cancer sans hypertrophie. Ou il peut y avoir les deux qui peuvent cohabiter. D'accord. Donc, ce n'est pas parce qu'on a hypertrophie qu'on a cancer. Le cancer. Non, pas du tout. Tout le monde a en tête aussi le cancer. C'est à ça qu'on pense directement quand on a des problèmes de prostate, alors que ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être juste une augmentation anormale de son volume simple, sans qu'il y ait problème de malignité, sans qu'il y ait problème de cancer. Ça peut être aussi que ce soit un cancer simplement qui s'est développé à l'intérieur, sans qu'il y ait forcément une hypertrophie bénigne derrière, ou bien les deux peuvent se développer en même temps. En même temps. Ah, là c'est grave. Les deux peuvent se développer en même temps. D'accord. Alors, troisième catégorie, c'est les infections de la prostate, qu'on appelle les prostatites. Donc, quand une bactérie se localise au niveau de la prostate, ça va créer une inflammation. Cette inflammation va provoquer une irritation de la prostate et la prostate va réagir. On aura pratiquement les mêmes signes dans tous les 3, mais à des degrés différents. D'accord. Donc, voilà les problèmes qu'on peut aborder. Infection de la prostate. Alors, est-ce que de la même manière qu'au niveau de la femme, il y a différents types d'infections, en fait, de la même manière, au niveau des hommes, on en distingue différents types? Tout à fait. Au niveau des hommes également, on en distingue différents types d'infections.
particulièrement quand on parle d'organes génital de la femme, on parle d'infection sexuellement transmissible Oui. ou infection génitale, tout simplement, parce que ce n'est pas forcément sexuellement transmissible avant que la femme ne développe Les des symptômes, infections. oui. Alors, la même chose chez l'homme, il peut arriver qu'il n'est pas forcément sexuellement transmissible, qu'il ne développe les infections de la prostate. Il peut développer les infections de la prostate par voie générale ou qui s'est localisée au niveau de la prostate ou par voie urinaire ou parce que je vous ai dit que ça englobe l'urètre, ça peut, et le canal qui déverse le contenu de la prostate se déverse directement dans l'urètre. Et s'il y a une infection urinaire et que les germes localisent et envahissent complètement tout l'urètre, ça peut également se diriger vers la prostate et provoquer une infection de la prostate qu'on appelle prostatite. Donc, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, nous tous on a des infections à différents niveaux, différents types d'infections. Très bien. Alors, tantôt, vous avez parlé d'une grosseur normale de la prostate. Je voudrais quand même savoir, à quel moment ça doit déranger, je ne sais pas, quelle est la grosseur normale en fait? Bon, ça, pour la grosseur, en général, on dit que la prostate pèse environ 20 à 25 grammes. D'accord. C'est pas grand-chose, mais c'est important ce poids parce que lorsque ce poids va commencer à augmenter, ça va avoir des répercussions sur l'appareil urinaire. Donc, quand je disais que les signes, déjà, quand on parle de grosseur, on parle immédiatement du problème pour uriner. Donc, c'est pour ça que les premiers signes qui apparaissent, c'est le problème d'urine. D'accord. Automatiquement, quand le volume devient normal, ça va comprimer l'urètre par où l'urine passe. Et là, ça va commencer à poser des difficultés pour la sortie de l'urine, la quantité qui sort et la qualité de l'urine qui sort. Là, vous commencez pas à se dire qu'il y a un problème. Dans ces temps, il faut commencer par se dire qu'il y a un souci. Un problème. Voilà. Dès que vous allez commencer à avoir les problèmes d'urine, c'est qu'il y a un souci. Très bien. Alors, en dehors du fait de ne pas pouvoir uriner et autres, quels sont les autres signes qui doivent alerter en fait l'homme? Alors, si je dois essayer de catégoriser les signes, je vais le faire de façon globale, que ce soit dans une augmentation du volume anormal, que ce soit dans le cancer, que ce soit dans la prostatite. On a pratiquement les mêmes signes, juste que c'est le degré qui diffère, la façon dont les signes apparaissent qui diffère. D'accord. Alors, dans les infections, je vais catégoriser ça en fonction de l'urine, la quantité, la façon dont ça sort, et à la fin. Comme ça, chacun pourrait commencer à dire, avoir une idée. S'il rencontre déjà des problèmes du genre. S'il rencontre déjà des problèmes du genre. Donc, soyez attentifs. Alors, et quand on parle généralement des problèmes d'urine, on va passer par ce qu'on appelle la pollakiurie. C'est le premier signe qui apparaît. C'est-à-dire la personne urine de façon fréquente, mais en petite quantité. Quand on est jeune, vous allez voir, on urine, quand on a envie d'uriner, on peut rester ici, envoyer léger, très loin, uriner tellement beaucoup. Mais quand le problème de la prostate commence, l'urine commence par diminuer la quantité qui sort. D'accord. Et la fréquence quand vous allez faire, parce que quand vous n'arrivez pas à tout vider, vous êtes obligé de repartir un peu de temps. Et donc ça vient de façon abondante, peu fréquente et fréquemment. Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de diminuer le calibre par où l'urine sort, et ça empêche que ça sorte d'un seul coup. Quand la pression n'est pas forte de l'autre côté de l'obstacle, c'est un peu qui va sortir. Et il faut encore maintenant que les reins sécrètent d'autres urines qui viennent s'ajouter à ce qui reste là pour que ça mette encore une nouvelle pression sur cet obstacle, et ça permet encore d'avoir envie d'aller uriner. La personne y va encore, c'est une petite quantité encore qu'il va uriner. Il ne va pas tout uriner. Et c'est comme ça devient de façon chronique. De façon chronique, là, il faut commencer par se dire qu'il y a un souci. Avant, ce n'était pas comme ça, mais c'est devenu comme ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que c'est une infection? Est-ce que c'est un problème de la prostate qu'il faut absolument vérifier? Alors, si je vois que le calibre est diminué, là, je vais parler de la qualité de comment l'urine sort. Comme je le disais au départ, l'urine, quand on a envie d'uriner, quand on est encore plus jeune, le jet sort très droit et ça va très loin. Mais maintenant, quand le calibre est diminué, la qualité qui sort n'est plus comme avant. Donc, ça commence par s'affaiblir. Et ce qui sort n'est plus comme auparavant. Ça veut dire qu'il faut commencer par se demander, mais pourquoi mon urine devient aussi difficile à sortir comme ça? Alors qu'avant, ça pouvait sortir facilement, se projeter très loin. Mais là, maintenant, ça n'arrive plus. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est vrai que ça diminue en fonction de l'âge, mais quand ça devient de façon brutale et que ça devient inquiétant, là, il faut aller évaluer. Est-ce que ce n'est pas un problème? On parle d'impériosité mictionnelle. Donc, vous avez envie d'uriner, vous allez uriner, mais ce qui sort, la façon dont ça sort, ce n'est pas bien. Donc, il faut commencer par se poser des questions. C'est anormal. C'est anormal. Maintenant, quand j'ai dit que c'est diminué, maintenant, quand l'urine va vouloir forcer à passer, forcément, ça fait mal.
Là, on va parler de dysurie. La façon dont ça sort, ça fait mal. Là, on parlera de dysurie. Et ça, là, dysurie, là, ça, il faut que les gens écoutent très bien parce que dysurie n'est pas seulement que j'ai mal, mais il y a beaucoup de caractéristiques qui entourent le problème de dysurie parce qu'il y a une difficulté pour l'urine de sortir. Soit la personne a envie d'uriner, il enlève son sexe, il veut uriner, l'urine tarde à sortir, pourtant il a envie. On D'accord. parle de retard de démarrage. Donc il a du mal à démarrer à uriner, ça prend du temps, après ça sort. Ça, c'est pas normal. Quand on a envie d'uriner, quand on y va, direct, Ça doit sortir. ça doit sortir. Mais quand ça ne sort pas, ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train de bloquer le passage. L'envie est là, le sphincter déjà qui veut uriner est déjà sollicité. Et l'urine passe déjà. Mais à un moment, ça ralentit. Ça veut dire qu'au niveau de là où il y a l'obstacle, il y a la prostate, la vitesse de passage est ralentie, ce qui ralentit la sortie de l'urine. Là, il faut commencer par se dire qu'il y a un problème. Alors, le jet est faible, comme je l'ai dit tout à l'heure. Au lieu de pisser très loin, il pisse au niveau Oui, en bas, en séquence, quoi. en séquence. Là, ça veut dire qu'il y a un problème. S'il n'a pas la force de pouvoir envoyer le jet loin, c'est qu'il y a un problème au niveau de la prostate. Alors, lorsqu'on veut pisser, quand on est plus jeune, quand on fait pisser, c'est rapide. On court rapidement, on va pisser, on revient. Mais pour les gens qui ont des problèmes de l'obstacle au niveau de l'urètre, au niveau de la prostate, le temps pour y pisser est plus long. Donc, ils sont obligés de rester, d'envoyer les urines un peu, jusqu'à finir avant de retourner. Ce qui fait que ça allonge le temps normal qu'il faut aller faire ces urines. D'accord. Donc là, il faut commencer par se dire que le temps que je prends pour pisser actuellement dépasse déjà le temps normal qu'il fallait. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Très bien. Alors, vous faites l'urine, vous devez être satisfaite que vous avez fait l'urine, que vous avez uriné. Tout est parti. Oui. Mais dans le cas où il y a un obstacle, il y a le problème de la prostate, lorsqu'on urine, ce n'est pas fini. Et vous ressentez encore L'envie, toujours l'envie d'uriner, mais ça ne sort pas encore. Rien ne sort. C'est que ça, c'est cette envie de uriner encore alors que ça reste là-bas. Ça veut dire qu'il y a un obstacle. Et qu'il faut encore beaucoup plus d'urine encore dans la vessie pour exercer une pression élevée plus que l'obstacle pour que l'urine puisse ressortir. Donc, c'est que ça veut dire qu'il y a déjà un problème qui se pose sur le trajet. Bien vrai que si l'envie est là, ça veut dire que le sphincter est encore en bonne forme, que l'urine est passée. Ça veut dire qu'à un niveau où dans le trajet, il y a un obstacle qui empêche que ça sorte. Donc, on parle de résidus qui restent dans la vessie est beaucoup plus important que ce qu'il ne fallait. Parce que quand on urine, il faut que tout soit vidé pour permettre à ce que le rein puisse sécréter d'autres urines qui vont venir progressivement dans la vessie. Quand c'est plein, ça ressort. Mais quand le problème de prostate se pose, l'urine là ne sort pas totalement et ça se stagne dans la vessie. Très bien. Alors, on urine facilement. Oui. Donc, c'est normal quand on a envie d'uriner, on va uriner facilement. Mais dans le cas du problème de prostate, ce n'est plus comme ça. Il faut exercer une pression. Il faut pousser sur la vessie avec les organes du ventre qui vont peser sur la vessie pour pousser, pour augmenter la pression des urines, pour forcer l'urine à sortir. Ça, quand c'est comme ça veut dire qu'il y a un problème. On ne pousse pas pour uriner. Quand on commence par pousser, c'est qu'il y a un problème. Il faut vite évaluer parce que lorsqu'on continue à exercer cet effort poussif, c'est les aînés qui vont commencer par sortir au niveau des zones faibles de l'abdomen. Et là, vous allez avoir les complications. Créer d'autres problèmes. Voilà, les complications d'efforts poussifs, c'est l'hernie au niveau des parois faibles de l'abdomen. Tous les êtres humains ont des parois, des endroits faibles au niveau de l'abdomen. C'est lorsque vous êtes exposé à des facteurs que les hernies vont se développer. Alors, ça, en fait, tous ces phénomènes-là amènent parfois des hommes à éviter d'aller uriner. Ah bon? Ouais. Éviter d'aller uriner. Bien, oui, ça crée un réflexe d'éviction. En fait, quand j'y vais partir maintenant, ça ne va pas sortir. Ça ne va pas sortir. Pourquoi y aller alors? Et il fait tout l'effort pour retenir, pour permettre à ce qu'il ne soit plus beaucoup là-bas. Quand il va partir, il pourra se soulager. Je vois. Voilà, donc ça, c'est de façon psychologique, ça crée ces réflexes-là qui fait que, encore que ça aggrave la situation. Ce qui ne devait pas être le cas. Donc, quand l'envie est là, normalement, il faut y aller directement. C'est le fait de se lever, d'aller, le fait de se lever, et ça devient gênant. Quand on ne peut pas développer le réflexe de garder l'urine pendant longtemps avant de se lever maintenant pour aller. Et ça n'aide pas non plus du tout la prostate. Très bien. Donc, de façon générale, mais au-delà de ça, il y a le problème de la sexualité qui est également qui est une complication immédiate parce que lorsque vous êtes obligé de vous lever tout le temps pour aller uriner, vous ne pouvez pas avoir une érection normale. D'accord. Donc, un problème de la prostate égale un problème de l'érection. Ça impacte forcément l'influence, ça influence forcément l'érection de l'homme. Et là,
vous savez tout ce qui va se passer après quand il y aura problème d'érection. Déjà, le problème de prostate est là, les restes vient s'ajouter, le stress, le niveau, tout ça, là, ça peut même problème déjà, de problème couple, de couple tout va ça. commencer par s'enchaîner, les problèmes vont commencer par s'installer dans le couple. Donc, prostate, il faut s'en occuper parce que les répercussions sont énormes. Très bien. La prostate, est-ce que l'on doit subir la prostate? Vous allez avoir la réponse tout à l'heure. Est-ce que c'est une glande qu'il faut subir finalement? Dans les prochaines minutes, nous poursuivons nos échanges sur, bien entendu, les facteurs de risque. Quand nous parlons un peu de la prostate, de son développement par rapport à l'âge, des complications que ça peut avoir, du cancer, des prostatites et autres, quels sont donc les facteurs de risque de tout cela, Dr Edson? Merci. C'est important de revenir sur les facteurs de risque parce que c'est les seules choses qu'on peut facilement modifier, que apporter un changement dans nos habitudes pour éviter que cela apparaisse de façon très tôt. Mais il faut déjà savoir qu'il y a, pour les problèmes d'hypertrophie, les facteurs de risque sont à part. Les cancers également, les facteurs de risque sont à part, même s'il y a une petite corrélation entre l'hypertrophie et le cancer pour les facteurs de risque. Mais aussi les prostatites, eux particulièrement, les facteurs de risque sont à part. Alors, si je prends de façon globale le cancer et l'hypertrophie simplement de la prostate, la première chose qu'on incrimine, c'est l'âge. Avant, autrefois, on incrimine les hommes au-delà de 40 ans. Que la quarantaine, c'est l'âge où on peut avoir des problèmes de la prostate parce que physiologiquement, la prostate prend plus de volume à partir de 40 ans. Ça, c'est ce qui est physiologique. Mais ce qui est pathologique n'entend pas l'âge là. Même des études ont prouvé le cancer de la prostate chez les adolescents de 17 ans. Les adolescents? Adolescents de 17 ans. Prouvé, suivi. Mais le problème, c'est qu'avec les adolescents, c'est plus agressif que chez les personnes âgées. Donc, la durée de vie, c'est 5 ans en moyenne. Quand c'est cancer. Non, attends, la durée de vie de qui? La durée de vie d'un adolescent qui développe un cancer de la prostate, c'est de 5 ans. 5 ans? Oui. Parce que c'est très agressif quand c'est le problème de prostate chez le jeune. On va y revenir sur, mais je vais d'abord aborder les facteurs de risque, que ce soit l'hypertrophie. En dehors de l'âge qu'on incrimine, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas de la quarantaine. Plus jeune, 30 ans, 35 ans, 35 ans, déjà la prostate prend déjà des volumes de façon physiologique dont on parlait. Donc, pas forcément encore pathologique, mais physiologique là, déjà avant 40 ans, ça prend déjà des volumes. D'accord. Donc, ça, c'est lié à d'autres facteurs que nous allons citer pêle-mêle. Oui, comme... Il y a les hormones qui naturellement sont sécrétées au niveau des testicules par les cellules de Leydig qui participent à la croissance de la prostate. Si ces hormones-là sont beaucoup trop, ça va de façon anarchiquement augmenter le volume de la prostate. Nous avons les modes d'hygiène de vie, comme la sédentarité. On ne bouge plus beaucoup. On ne bouge plus beaucoup. On est assis à un seul endroit, on est stagné. On aime bien nos bureaux confortables. Nos téléphones, on est tranquille. Il n'y a plus de... On sort, on se balade, on marche, on perd un peu de calories. Il n'y en a plus ça. Donc tout ça là, accumule en fait les graisses, les mauvaises graisses dans l'organisme, ce qui va entraîner l'obésité. Et l'obésité, c'est la première cause du problème de prostate. D'accord. Plus vous avez un excès de poids, plus vite, votre problème aussi, la prostate aussi aura un excès de poids, en quelque sorte. Donc l'excès de poids touche également la prostate. Et comme c'est une glande suspendue, facilement quand lui ne commence pas à grossir, ça pèse directement, automatiquement sur l'appareil. Donc les signes d'office se remarquent. Alors, il y a aussi, de façon génétique, lorsque vous avez un parent premier degré qui a un problème de prostate, vous avez beaucoup plus de chances, 50% de chances de l'avoir aussi. Donc, il faut aller questionner la famille, les parents directs. Les parents directs. Et particulièrement, quand je vais revenir sur le cancer, ça dépend du nombre de personnes qu'il a dans la famille. Et pour avoir le risque est augmenté. D'accord. Voilà, de façon cliniquement, le risque augmente plus. Il y a beaucoup de personnes qui étaient dans la famille, ou bien qui ont un parent premier degré comme papa, directement, qui a le problème de la prostate. Le risque est encore beaucoup plus élevé. Il y a certains parents qui tombent malades, on ne sait vraiment pas de quoi ils ont souffert, ils sont partis, personne ne veut en parler. Finalement, bon, on ne sait pas vraiment si on a été touché, si la famille a été touchée ou pas. Et donc, on développe des problèmes sans savoir rien. Voilà, ça c'est le problème qu'on a chez nous en Afrique. Parce que les antécédents sont importants. Si vous voulez réussir à vivre mieux dans la vie, vous devez savoir d'où vous venez, de ce qui se passe d'où vous venez, des maladies qui sont dans votre famille. C'est la même chose quand quelqu'un est asthmatique, il y a un asthmatique dans la famille, tous les membres de cette famille doivent prendre conscience que s'il y a un seul asthmatique, c'est que nous tous on peut le développer. Donc il suffit d'avoir un mode d'hygiène sain
pour éviter de déclencher. C'est la même chose avec la prostate. Lorsqu'il y a un membre de la famille qui a un problème de prostate, tous les garçons de cette famille doivent faire attention pour avoir un bon mode d'hygiène pour pouvoir éviter que ça se déclenche. On peut avoir ça dans la famille, ne pas le développer. D'accord. Ça, il faut savoir ça. D'accord. Mais si on s'expose au facteur qui va déclencher, là, on l'aura forcément. Il suffit de tout faire pour ne pas s'exposer au facteur qu'on connaît déjà. Là, on est mieux, on est sûr qu'on va se protéger contre. Dans ça, c'est le problème de l'augmentation normale du volume. Maintenant, je profite maintenant pour dire maintenant pour la prostate. Lorsque vous avez un parent dans la famille, une seule personne dans la famille, le risque est multiplié par 1, par 2, par 3 ou plus. Mais lorsqu'il y a 2 personnes ou 3 personnes, ça multiplie par 10, le risque de l'avoir. Quand vous dites famille, c'est-à-dire ça peut être un peu père, antérieur. Le père, Oui, l'oncle, le grand-père, le père, l'oncle. En tout cas, tous les membres de la famille garçon. S'il y a quelqu'un qui y a déjà 3-4 personnes. 3-4 personnes, le risque est exponentiel. Donc, vous avez déjà un facteur génétique qui est là, qui prédispose certaines personnes à l'avoir. Ce qui fait que s'ils sont exposés automatiquement, le risque est déclenché. D'accord. Alors, l'autre chose aussi, qu'on n'en parle pas beaucoup, ou qu'on évite d'en parler, parce que c'est différent qu'on n'a pas envie d'en parler, ou on ne veut pas parler de ça. C'est la sexualité. Comment ça? Oui. Voilà. Plusieurs études, dont je vais revenir plus tard, ont prouvé que plus l'homme éjacule, plus il est protégé contre le problème du cancer de la prostate. Moins il éjacule, plus vite sa prostate va augmenter de volume. Les gens pensaient avant que c'est quand on a trop de rapports sexuels que la plombe augmente. C'est totalement l'inverse. D'accord. Totalement l'inverse. Et ça dépend encore des tranches d'âge dans lesquelles vous êtes. Entre 20 et 29 ans, vous avez 50% de réduction des chances de l'avoir si vous allez jusqu'au-delà de 21 fois d'éjaculation en un mois. Voilà. Attendez, vous demandez aux hommes d'aller au sexe tout le temps. Hein. Là, les femmes ne seront pas du tout d'accord avec vous. Bon, je n'invente rien. Ça, c'est là, ce qui est prouvé par la science, parce que je profite en même temps pour parler. Il y a une étude américaine qui a pris plus de 13 000 garçons qui sont tous des agents de santé. Parce qu'on fait des études sur les autres, les patients, mais cette fois, on a décidé de faire l'étude là au milieu des agents de santé pour évaluer les risques des rapports sexuels et problèmes de développement des cancers de la prostate. L'étude a commencé en 1986 et a fini en 2004. C'est 18 ans. Tous ces hommes-là, inclus dans l'étude, ont été suivis pendant les 18 ans, fait l'échographie, doser les PSA, tout ce qu'il faut pour pouvoir diagnostiquer le cancer. On a eu près de 3800 et quelques cancers qui se sont développés au milieu de l'échantillon. Et parmi les 3000 et quelques, ils ont réparti en fonction du nombre de fois que chaque individu faisait les rapports sexuels. D'accord. La conclusion, c'est que entre les 20 et les 29 ans, plus l'homme faisait les rapports sexuels au plus de 21 fois le mois, moins il a la chance de développer le problème de cancer de la prostate. Et c'est une étude vulgarisée, prouvée et certifiée. Ce n'est pas que c'est quelque chose d'inventé. Il faut donc commencer à cocher les cases. Ce mois-ci, j'en ai fait 6 ou 7 fois. Là, je commence à m'inquiéter. En fait, c'est vrai que c'est difficile à accepter. Peut-être c'est pour ça qu'on n'en parle pas vraiment. Oui. Parce que c'est difficile de demander à une femme de subir 21 éjaculations en un seul mois. Malheureusement, si l'homme ne le fait pas et qu'il a déjà, par exemple, dans la famille, quelqu'un qui a déjà eu problème de la prostate, ça veut dire qu'il a déjà une prédisposition génétique. Et s'il échappe à ça et ajoute l'obésité, un seul facteur s'ajoute à ça, c'est d'office que c'est très vite, il aura le problème de la prostate. Ok. Donc après 30 ans, on est... Il faut commencer par se poser des questions. Parce que l'âge normal entre les 20 et les 30 ans, c'est l'âge où l'homme devait réellement utiliser sa prostate. Être actif. Oui. Malheureusement, c'est à ce moment-là, on veut du boulot, on veut être stable avant de s'engager, par peur de ci, par peur de ça. Et finalement... C'est pas malheureusement, bon, quand même, parce que quand la maladie aussi va venir, il faut avoir l'argent. Bon, oui, il faut avoir l'argent, mais est-ce qu'on doit attendre que la maladie vienne après 30 ans? Alors qu'il y a quelque chose derrière qu'on aurait même dû faire gratuitement pour éviter que le stress se développe très tôt. Mais on franchit la trentaine et tout ce que vous avez gagné pendant votre petite jeunesse là, c'est là que vous allez commencer par dépenser. Parce que quand vous avez l'hypertrophie de la prostate, le traitement est coûteux, très coûteux, parce qu'il faut un suivi de longue durée toute votre vie, parce que ce n'est pas tout qu'on opère.
Il faut des produits, il faut des médicaments régulièrement, tout le temps, il faut des contrôles, des suivis. Le coût est énorme. Alors, le mieux, c'est de ne pas l'avoir. Mais s'il y a des choses qu'on pouvait faire pour ne pas l'avoir, pourquoi ne pas le faire? Très bien. En dehors des... En dehors de ça, il y a la consommation de tabac, de l'alcool, Oui, de l'épice. toujours. Alors, De l'épice? de l'épice. D'accord. Les signes urinaires, qu'on dit mal, avoir d'uriner, peu fréquent, lorsque vous prenez trop d'épices, les signes sont aggravés. Les épices, c'est surtout le piment ou bien les autres? Tout ensemble, quand vous mangez de façon exagérée, c'est-à-dire quand ça devient trop, Trop, oui. ça exagère les signes d'office. L'alcool, quand vous prenez, vous savez, quand on prend l'alcool, on a envie d'avoir vite uriner. Bien sûr. C'est ce qui fait que les signes sont plus aggravés chez quelqu'un qui a déjà un problème de la prostate. Alors, en dehors de ça, il y a l'intoxication qui est monnaie courante aujourd'hui. Les métaux lourds, c'est partout, Ça, dans ce la sera consommation, compliqué, hein. dans les aliments. Tous ces facteurs-là, vous savez, on ne peut pas isoler un. Ouais. Et quand tout est réuni, Dans le même plat en plus. même pas en plat en plus, c'est rapide. C'est rapide, la prostate se déclenche d'un coup. Et c'est lui qui sonne l'alarme derrière que tout ce que vous mangez là, je suis là et ils sont en train de subir. Il faut faire attention parce que c'est la première cause de mortalité par cancer chez les hommes. Dans les pays qui ont déjà eu des études, qui ont effectué des études par chez nous, il y a peu d'études pour pouvoir vraiment dire avec précision. Mais chez les Européens, c'est la première cause de cancer, de décès par cancer chez les hommes. Chez les hommes, très bien. Et comme je le disais, plus vous l'avez, le cancer particulièrement jeune, plus c'est agressif. D'accord. Alors, lorsqu'on dépasse la trentaine, à un moment, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut, déjà au niveau des rapports sexuels, ça veut dire qu'après 30 ans, on peut, disons, il faut encore garder le même rythme? Tout à fait. Après 30 ans, c'est entre 13 et 20 rapports par mois. Quand vous êtes gardé entre 13 et 20 par mois, c'est que vous diminuez jusqu'à 18% le risque d'avoir les cancers de la prostate. C'est pas aussi petit que ça. Hein? C'est pas petit. C'est pas petit, ça veut dire que l'activité sexuelle doit être de façon régulière et constante. D'accord. C'est pour ça, c'est mieux de se caser dans un foyer et non. Et là aussi, je précise, ce n'est pas en passant de partenaire en partenaire. Avec la même personne. Avis aux hommes, donc, ils pensent que c'est une ouverture pour avoir tous les partenaires, 1000 partenaires pour pouvoir faire le compte. Plus vous dépassez 10 femmes dans votre vie, plus vite vous avez la chance de développer le cancer de la prostate. Et 10 femmes dans la vie, c'est-à-dire en tout et pour tout, le nombre de partenaires que vous avez connus. Plus ça dépasse 10 femmes, vous avez beaucoup plus de chances parce que vous n'allez pas finir les 10 femmes sans choper une infection. Et ça, on va en parler au rubrique de... Parce que le cancer de la prostate également a une connotation infectieuse à human papillomavirus. Oui, si l'homme le papillomavirus. Forcément, ces répercussions l'attendent quelques années plus tard. Parce que c'est un virus qui ne va pas vous provoquer des signes tout de suite. C'est une maladie très silencieuse qui va se développer petit à petit et c'est peut-être avec 15 ans après que vous l'avez chopé l'infection que vous allez voir les répercussions de ce virus. Alors, parlons maintenant du cancer alors et de la prostatite. Alors, le cancer, comme on le dit, c'est une prolifération anormale des cellules au niveau de la prostate qui provoque les mêmes signes selon la localisation et selon la taille des répercussions sur la vessie et le passage des urines. C'est la première chose et c'est par là que tout commence. Le problème de tous les signes que j'ai cités au niveau de l'hypertrophie bénigne, c'est la même chose qui va se passer au niveau des cancers. Mais ici, ça va dépendre de la localisation du tumeur. Si c'est en périphérie, un peu loin de l'urètre, ça ne va pas avoir une patte forte sur l'urètre. Et c'est le plus danger, c'est le grand danger, ça, parce que vous n'aurez pas facilement les signes. C'est quand ça va prendre de volume, grossir, atteindre un volume considérable, que maintenant que ça va avoir des répercussions sur le passage des urines, sans vous commencez par dire qu'il y a un problème, alors que le cancer a déjà pris le temps de se développer. Mais quand c'est au niveau central, proche de l'urètre, là, une petite boule déjà, ça comprime déjà l'urètre et vous avez immédiatement les signes. Et ça, c'est la particularité avec l'hypertrophie. L'hypertrophie, lui, c'est toute la glande qui prend du volume. Soit au dépend d'un lobe, soit tout qui prend du volume. Alors que le cancer, c'est à un seul endroit ou un ou deux endroits que le nodule va se développer et ça va en dépendre de la taille et de la localisation pour pouvoir provoquer des signes évidents. Alors, lorsque je prends, généralement,
que ce soit l'hypertrophie, que ce soit le cancer, plus ça avance, plus ça va faire souffrir la vessie. Parce que c'est lui qui garde les urines. Pour elle, du moins, l'urine doit sortir pour que lui soit toujours en bon état. En bon état, et vu que l'urine se stagne à l'intérieur, que tout ne sort pas et que le rein, lui, en haut, n'a pas reçu les signes de ne pas produire des urines parce que vous mangez, vous buvez, lui produit régulièrement. Ce qui fait que la vessie commence à prendre plus de volume qu'il ne faut. Donc, il va faire des dépôts, il va grossir anormalement, et en grossissant anormalement, les dépôts d'urine qui est là, plus l'urine se stagne là, plus ça commence à former des petits caillots. Bien sûr. Et là, ça va former ce qu'on appelle des calculs vésicales au niveau des reins. D'accord. Et plus ça stagne, plus les caillots là grossissent. Ça peut grossir à la taille même de la tête d'un homme. Ça dépend. Comment ça? Oui, dans la vessie, vous pouvez avoir un gros caillou qui est très gros. Et là, la personne sent que peut-être qu'il a gros ventre. En fait, il n'a pas gros ventre. C'est le caillou qui est en train de grossir, qui est en train de pousser ses organes vers le haut. Et là, il a l'impression qu'il fait la belle vie. Non, ce n'est pas la belle vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Là, il a toujours les signes. C'est quand ça va devenir total que l'urine ne sortira plus. Parce que le caillou a complètement bloqué le passage de l'urine. Et c'est totalement bloqué. Ensuite, on va parler d'obstruction complète. Avant, c'était juste un peu qui sortait. Mais quand ça va devenir complet, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se rajoute. Soit la prostate a augmenté trop de volume et ça a complètement bloqué. Ou soit au niveau de la vessie, il y a un gros caillou qui s'est formé et qui est venu bloquer le passage des urines. Au même moment, quand la vessie grossit, vous savez, il y a l'urétère qui monte vers au niveau des reins. La même façon, lui aussi est en train de grossir. Les urines sont censées stagner dedans. Quand la vessie n'est pas gros et que c'est plein, ça remonte dans les urétères et ça va au niveau des reins. Là, vous allez développer on endommage l'urétère et vous allez développer une infection des urétères, on appelle les pyélonéphrite. Vous allez développer. Ensuite, maintenant, vous allez développer une insuffisance rénale et vous allez finir en dialyse. En fait, c'est un enchaînement de complications quand ce n'est pas du tout traité et quand on ne prête pas attention aux petits signes là qu'on développe. Tout à fait. Très bien. Voilà. Alors, la prostatite, oui, la prostatite. Ça, c'est quand vous prenez une infection sexuellement transmissible et que ça va se localiser au niveau de la prostate, ça peut vous provoquer une infection de la prostate, une inflammation. Et là, la douleur ici particulièrement est plus intense. Parce que c'est une inflammation de la prostate. Ça a beaucoup plus de douleur, alors qu'au niveau du cancer ou de l'autre côté, c'est juste une compression qui provoque les signes difficiles à passer. Mais ici, vous aurez forcément mal au bas-ventre. Ça, c'est la particularité avec une infection. Parce que c'est une inflammation, ça provoque une douleur intense. Et les autres signes, que ce soit pour la curie, ça devient beaucoup plus fréquent que de l'autre côté, parce que c'est une réaction inflammatoire ici. Les signes sont plus exagérés au niveau de ici. Et ici, particulièrement, les facteurs de risque, c'est que quand vous avez un multipartenaire sexuel, vous allez forcément choper une infection. Et là, ça va commencer. C'est clair, quoi. Donc, en même temps, quand ça commence, ça impacte également votre vie sexuelle. Parce qu'il y a une inflammation de la prostate ne jouera plus son rôle normal. Ce qui fait que quand vous allez envie d'uriner ou vous éjaculez, la quantité de sperme qui sort n'est pas bonne. Donc, c'est le premier signe qu'on a une éjaculation avec un volume oligospermie un peu bas. C'est la première chose qu'on commence par se demander, est-ce que ce n'est pas la prostate qui a un problème, le volume qu'il éjacule, qu'il ressort, n'est pas le volume qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il a un petit problème. Est-ce que c'est une infection ou est-ce que c'est l'hypertrophie ou bien est-ce que c'est un cancer? D'accord. Alors, tantôt, vous avez dit que le traitement, c'est coûteux, énorme, déjà même pour l'hypertrophie simple. Et quand on parlera de cancer et de prostatite, je me demande, est-ce qu'on peut brosser très rapidement? Bon, le traitement de prostatite n'est pas compliqué. Quand on te dit que c'est une infection, on met l'antibiotique. On sait que c'est les antibiotiques. Les antibiotiques donc, qui marchent, ça c'est rapide et tout revient à la normale. Très bien. Quand c'est l'hypertrophie, ça là, ça dépend. Si c'est une hypertrophie au dépend d'un lobo et qu'on voit selon les bilans, les dosages de PSA total, les PSA libre, ainsi de suite, on voit est-ce que c'est opérable ou pas. Si ce n'est pas opérable, là, c'est un suivi sur toute la vie de la personne, ce qui reste. Avec des produits, avec des médicaments qui permettent de bloquer les androgènes qui sont toujours sécrétés, qui accroissent le volume de la prostate. On bloque ces androgènes et que ça permet aux prostates de garder ce volume et de commencer par réduire petit à petit. Alors, c'est coûteux, comme je l'ai dit, les produits là sont excessivement chers et aussi il faut les échographies de façon régulière, il faut les PSA de façon régulière également pour évaluer l'efficacité du traitement qui est mis en place. C'est un traitement qui est très coûteux. Mieux ne pas aller là-bas que maintenant de ne dépenser
là-bas. Ce qui fait que c'est pour souvent, quand on prend le problème des cancers, c'est pour ça que les gens mettent très vite, parce que le traitement est également coûteux là-bas. Oui. Parce que soit on opère, mais avant d'opérer, il faut faire une chimiothérapie, ainsi de suite, il faut évaluer les facteurs, tous. Il y a beaucoup de choses qu'il faut évaluer, ce qui fait que ça revient excessivement cher. Ceux qui ont les moyens s'en sortent, mais ceux qui n'ont pas les moyens, Perdre presque tout, en fait. et ils finissent en insuffisance rénale avec dialyse à la queue. Et ça, là encore, ça s'ajoute Ça à leurs déjà problèmes. leurs problèmes. Et c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Très bien. Alors, est-ce que, moi, je me dis avec tout cela que l'homme, en fait, après l'adolescence ou bien quand il commence à prendre conscience, doit avoir en tête une alarme de prostate pour savoir que j'ai telle chose à éviter, et qu'il y a des comportements à mettre en place pour justement ne pas subir tout cela. Tout à fait. C'est ce qu'il faut normalement, ça. Donc, mais on est sous-informé, naturellement. Et c'est des choses que nos parents n'abordent jamais. Et pratiquement personne n'aborde. Donc, d'ailleurs, on devait recevoir quelqu'un qui en a souffert sur le plateau ce matin, mais bon, à la dernière minute, il nous a fait faux bond. Mais on a quand même voulu en parler parce que c'est assez important. Tout à fait. Déjà très jeune, on doit commencer par déjà expliquer cette notion de prostate à des adolescents, comme je dis. Et également, comme je l'ai posté hier, l'éducation sexuelle, c'est très important parce que si les adolescents se lèvent et découvrent la sexualité comme dans la rue, comme les autres, ils sont libres de faire ce qu'ils en veulent. Oui. Et là, comme je l'ai dit, le multipartenaire sexuel, c'est un premier facteur qui va pousser la prostate à devenir problématique très, très, très tôt. Là, il faut qu'ils soient informés de ces risques-là et chaque fois qui veulent poser un acte, ils vont réfléchir 2 fois. Aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. C'est 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard que ça va se ressentir. Parce que tout ce que vous faites aujourd'hui comme activité, boulot, vous courez derrière l'argent, on cherche l'argent, nous tous. Mais attention, qu'est-ce que vous allez faire l'argent là quand vous allez grandir, vous allez vieillir? Est-ce que c'est maladie, vous allez soigner avec? Là, il faut déjà, dès maintenant, avoir les bonnes habitudes. Parce que si vous dites que vous allez faire la jeunesse, et pour ne pas regretter à l'âge adulte, c'est l'âge adulte, là, vous allez demander ce que vous avez gagné pendant toute votre jeunesse. Alors, j'ai quand même une question. Vous avez dit que ça, à partir de 40 ans, il y a certains symptômes qui, de manière physiologique qui commencent déjà à apparaître parfois. Alors, est-ce que pour nos téléspectateurs qui ont déjà dépassé cet âge-là, qui sont dans la cinquantaine, dans la soixantaine, mais qui n'ont pas peut-être encore, disons, développé la maladie, doivent quand même s'inquiéter ou aller faire des analyses ou bien, je ne sais pas, avoir un comportement? Tout à fait. Pour les personnes déjà, je ne vais même pas dire que c'est les gens qui ont déjà franchi la quarantaine, comme je le disais, ce n'est pas seulement la quarantaine qui donne les signes. Qui donne les signes. Très jeune, déjà, on peut déjà voir les signes. Déjà, quand vous avez déjà les signes, à ce stade-là, c'est déjà de consulter un neurologue. Un neurologue qui va évaluer la taille. Vous demandez une échographie, on fait l'échographie, on voit la taille de votre prostate. Et s'il est nécessaire, il va vous demander les PSA, parce que dans d'autres pays développés, il y a un système qui est mis en place. Et régulièrement, le PSA est compris dans les bilans systématiques qu'on dose aux jeunes hommes à partir d'une vingtaine d'années. De façon, peut-être une fois tous les 2 ans ou une fois tous les 5 ans, on les dose une fois, le PSA total pour voir si tout va bien. Cela permet à chez eux de pouvoir détecter précocement une anomalie au niveau de ces chiffres-là pour dire, attention, mode d'hygiène de vie, avec les corrections des hygiènes de vie, quelques surveillances, et tout rentre dans l'ordre, tout redevient stable. Et c'est quand on ne fait pas ce genre de contrôle, ce genre d'analyse, on fonce tout droit dans le mur. Et c'est plus tard, quand les signes seront totalement en phase complication, malheureusement chez nous, qu'en ces temps-là, on commence par aller consulter. Parce que lorsque vous n'arrivez plus complètement à uriner, c'est en ces temps maintenant que vous venez. Ça veut dire que c'est déjà un stade où et la vessie a déjà pris coup, et l'urétère et les reins également ont déjà pris coup. Très bien. Merci beaucoup, Dr Edouin. Vous restez avec nous. Nous allons recevoir sur le plateau retrouvé, plutôt donc coach sportif Eskil Pozoumen qui est toujours avec nous, en plus des autres rubricards pour la dernière partie, enclencher la dernière partie de notre plateau. Voilà, retour en plateau, nous recevons donc Eskil Pozoumen, bonjour.
Bonjour Brunel, bonjour le plateau et bonjour nos chers téléspectateurs. Vous allez bien? Oh, ça va super bien. Merci. Donc, Oui. d'être avec nous sur le plateau, vous êtes coach sportif et bien entendu, Émeric et Modeste nous ont rejoints. Après donc cette discussion avec le médecin Félicien Edou sur la prostate, les problèmes que peuvent avoir donc la prostate au cours de nos années. Bon, je ne veux pas dire nos parce que je ne suis pas homme, je de vos années. Un peu comme vous en avez donc appris davantage. Est-ce vous êtes resté longtemps avec nous déjà? Ce problème de la prostate, ces problèmes de la prostate, j'allais dire, qu'est-ce que est-ce que ça vous interpelle en tant qu'homme? Oui, quand j'entends prostate parfois, ça me fait peur. Oui, parce que je me dis, mais est-ce que ça me viendra un jour? Viendra un jour où je ne pourrai pas jouir. Vous savez de quoi je parle. Alors, je me dis, alors que faut-il faire pour ne pas subir, n'est-ce pas, de cette maladie? Je voudrais faire une petite démarcation. Je ne sais pas si le docteur l'a fait, comme on l'appelle au cours de son développement. C'est-à-dire, c'est par abus de langage qu'on dit prostate. Il y a la maladie même dont on parle ici, c'est le cancer de prostate. Ouais, c'est une glande, la prostate c'est une glande. Donc il faudrait que nos téléspectateurs puissent faire cette différence-là pour qu'on puisse corriger, n'est-ce pas, ces erreurs. Encore qu'on a parlé de trois choses, de l'hypertrophie, du cancer et des prostatites en fait. Voilà. Donc ce sont des choses bien différentes et qu'il faut devoir séparer pour mieux communiquer. Donc c'est vrai, en tant qu'homme, nous avons, n'est-ce pas, cet organe-là. Maintenant, que faut-il faire pour l'entretenir? Que faut-il faire pour ne pas en souffrir de sitôt? Parce que déjà, à partir de 40 à 45 ans, ça commence par se manifester. Alors, que faut-il faire pour ne pas en souffrir, pour ne pas être victime? Parce qu'un homme qui commence par souffrir, n'est-ce pas, du cancer de prostate, ça veut dire que, attention, vous êtes déjà en ligne rouge. Et en ligne rouge, un homme en ligne rouge, les femmes, vous savez de quoi je parle. Ça veut dire que vous avez déjà des problèmes. D'abord psychologique, parce que quand je me sens incapable de satisfaire ma femme, je dis, vous êtes déjà malade mental. Ça fait que vous êtes deux fois malade. D'abord malade mental, comment on l'appelle? Votre psychologie est atteinte et là, le foyer est en danger. Donc, nous devons, n'est-ce pas, tout faire pour éviter que ça vienne de sitôt. Et quelles sont les dispositions à prendre? C'est sûr que d'ici là, nous allons en parler pour que les téléspectateurs puissent en prendre soin, n'est-ce pas, de leur corps. Parce que, quel que soit ce que vous avez, le corps est un temple qu'il faut entretenir pour réellement être un homme à part entière. Absolument. Alors, le docteur a parlé de l'échographie, de faire de l'échographie. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Est-ce qu'il est Émeric? Vous en avez déjà fait une? Non, pas encore, mais tel qu'il l'a dit, quand j'entends échographie, je pense à la femme. Oui, mais là, ce n'est plus seulement la femme. Quand le docteur me dit encore échographie, je dis, mais là, ça devient plus sérieux. Il faut faire une échographie. L'échographie, ça va se passer comment? Bon, là... Il faut aller d'abord à l'hôpital pour ça. Il faut savoir comment ça se fait. Non, c'est pas compliqué. Comme on fait chez la femme également, avec une sonde, on dépose juste pour votre pubis simplement. On voit la taille de tout, la vessie, tout, on mesure tout et on vous dira si il y a un problème ou pas. Tout simplement. Alors, il faut aussi aller questionner les membres de vos familles. Si les parents directs en ont eu, si l'oncle... C'est héréditaire. Oui. Il y a un facteur génétique qui intervient. Et plus vous avez un nombre élevé de membres de votre famille qui l'a, plus vous avez beaucoup plus de chances, fois 10 de l'avoir. Alors, donc, il y a deux niveaux où vous avez répondu non. En fait, au niveau de la famille, vous ne savez pas encore aussi. Non, mais pas encore. Puisqu'on vient d'être informé, c'est ça, nous allons irez vous remonter. renseigner. Donc, Voilà, de toute façon, je suppose que vous ne savez pas. Non. Et l'autre chose... nous n'en avons surtout pas. Oui, nous n'en avons pas. L'autre chose, c'est éviter les infections. Alors, bon, c'est pas évident, éviter les infections, c'est pas évident de toute façon. Et également, avoir les rapports sexuels au moins 21 fois quand on a l'âge entre de 20 à 30 ans. Non, ce n'est pas avoir rapport sexuel 21 fois.
éjaculer 21 fois. C'est deux choses différentes. Ah, ok. D'accord. Donc, Éjaculer on ne peut pas faire l'amour et éjaculer. Éjaculer. Parfait. Donc, Deux choses différentes. Très bien. Parfait. Voilà. Un par mois. Oui. Une étude récente en 2022, là, par un professeur congolais, vient de se prouver encore ce qui a été déjà prouvé depuis sur l'étude de 1984 à 2004, sur 18 ans, qui a prouvé ça. Récemment, le professeur congolais vient de prouver ça encore en 2022, que plus vous éjaculez, plus vous avez moins de chances de développer, surtout ceux qui ont déjà un facteur de risque présent. Surtout, n'oubliez pas que ce n'est pas... Là, je suis confus, là. Oui. Oui, parce que, oui, en fait, je pense même que c'est le contraire. D'après moi, mais on me dit, c'est lorsque vous éjaculez davantage. Trop, vous avez des... N'importe quel... que vous êtes... avec toutes les femmes. Non, bon, je ne voudrais pas aller sur ce plan-là. Bon, c'est ce qu'on dit. Non, je ne voudrais pas aller sur ce plan parce que, en fait, quand vous éjaculez de façon fréquente, vous évitez la prostate. C'est ce que j'aurais appris. Ça, oui, c'est ce qu'on dit. Quand vous éjaculez de davantage, manière fréquente, vous évitez. Ah, ok, Oui, d'accord, je comprends vous mieux évitez. maintenant. C'est en Ok. fait ça. Alors, merci pour cette information et je m'y actais. Et j'ai bien précisé avec le même partenaire. Avec les mêmes partenaires. Docteur, Avec les mêmes partenaires. Avec les mêmes Émeric, partenaires. vous me permettez, je suppose l'homme avec un seul partenaire et 21 fois le mois, ça fait 5 fois par semaine. Hein. Ça revient à 5 fois par semaine. Est-ce que, la question que je me pose, est-ce que la femme va pouvoir tenir? On a dit pas forcément rapport sexuel. Oui, On mais... a dit éjaculer. Donc, trouver un moyen d'éjaculer. Éjaculer sans rapport sexuel, c'est un péché, non? Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat, vraiment. Ça va être un autre débat. Parce que, vous savez, la sexualité de l'homme, elle est permanente. Et celle de la femme est intermittente. L'homme est capable tous les jours d'aller au sexe. Tous les jours, quand je dis tous les jours, c'est que sans souci. Les 7 sur 7. Les 7 sur 7, sans aucun problème. C'est Dieu qui a créé l'homme comme ça. En tout cas, l'homme normal en griffe. On ne parlera pas de ceux qui ont des troubles de la sexualité. L'homme normal en griffe. Maintenant, la femme normale également en griffe, c'est peut-être une fois ou 2 fois par mois. Une fois ou 2 fois par mois. Là, c'est difficile alors dans ces cas de mettre ensemble quelqu'un qui est capable de le faire tous les jours avec quelqu'un qui est une fois en passant. Vous voyez, c'est là le problème se pose dans le couple. Et que les deux doivent apprendre à faire des sacrifices. L'homme sacrifie le nombre de fois qu'il faut, et la femme également sacrifie un peu, beaucoup plus que normalement le nombre de fois qu'elle faisait, qu'elle a l'habitude de le faire. Là, c'est en ce temps-là que le couple va marcher. Si ce n'est pas ça, vous allez avoir des problèmes dans votre couple. C'est ça. On a réduit en moyenne au moins 3 à 4 fois par semaine. C'est les normes, ça. 3 à 4 fois par semaine. Il faut avoir intimité avec votre femme, parce qu'en fait, même le problème de l'hormone d'attachement qui permet d'augmenter, de maintenir l'amour dans le couple. Si vous faites moins de rapports sexuels, vous allez avoir une baisse considérable de l'ocytocine et vous allez avoir moins, votre amour que vous avez au départ disparaît en 2 ans en moyenne. C'est comme ça. Très bien. Alors, vous nous encouragez, c'est-à-dire... Quand on est en couple, allez-y. Mais c'est la moindre des choses quand on est en couple. Est-ce que vous êtes coach sportif? Nous avons peu de temps. Est-ce que vous êtes coach sportif? Je suis sûre que vous avez des choses à dire à nos téléspectateurs pour se maintenir en forme. Oui, vous savez, j'ai toujours dit, il n'y a aucune maladie qu'on ne pourrait guérir sans l'apport du sport. C'est-à-dire, autrement dit, le sport contribue, n'est-ce pas, à la guérison de beaucoup de maladies. Tension, par exemple, quand vous avez la tension, quand vous souffrez de la tension, quand vous souffrez du diabète, quand vous souffrez, comment on l'appelle, du surpoids, parce que j'ai dit encore, le surpoids aussi, c'est une maladie. Oui, le surpoids, c'est une maladie. Donc, quand vous souffrez de ces petites maladies, le sport contribue efficacement, n'est-ce pas, à la, comment on l'appelle, à la guérison de ces maladies. Pour faire de raison, la prostate, pour ceux qui ont l'habitude de faire la marche, c'est la meilleure façon, n'est-ce pas, de lutter contre la prostate. La marche, oui, la meilleure façon de lutter contre la prostate. Et l'autre chose, le cyclisme, il y a des gens qui sont contre, qui sont réticents. N'est-ce pas, face au cyclisme, c'est-à-dire le vélo de chambre que nous utilisons. Voilà. Il y a une position, il faut savoir se mettre, il faut savoir se positionner sur le vélo
pour ne pas abîmer, n'est-ce pas, même les testicules, pour ne pas les abîmer. Donc, il y a une position qu'il faut adopter, une posture qu'il faut adopter sur le vélo pour ne pas, n'est-ce pas, provoquer la prostate. Donc, le sport contribue efficacement, n'est-ce pas, à la guérison ou à l'entretien, n'est-ce pas. En dehors de ça, il y a, n'est-ce pas, des aliments que nous devons consommer. Si vous voulez, on revient là rapidement. Là, s'il y a des aliments qu'on peut consommer, n'est-ce pas, qui contribuent, n'est-ce pas, à la guérison ou à l'entretien, n'est-ce pas, de la prostate, éviter le plus possible. Le plus possible. Tout à l'heure, il y a beaucoup de métaux dans nos aliments. Merci. Il y a des gens qui vous disent, je n'ai pas prendre assez d'eau. C'est extrêmement grave. On doit irriguer davantage le corps. Tous les jours, on nous dit de boire au moins 3 litres d'eau par jour, n'est-ce pas? Voilà. Au moins le minimum 2. C'est une nécessité. Parce que quand vous n'irriguez pas le corps, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Parfois, il y a des gens, faites l'expérience. Quand vous êtes extrêmement fatigué, prenez de l'eau. Vous allez voir, on se retrouve. Donc, voilà un moyen, n'est-ce pas, pour faire ce truc-là. À part l'eau, il y a les légumes. Les légumes, oui. Prenez assez de légumes et vous allez voir, ça corrige, n'est-ce pas, la prostate. Il y a les huiles végétales. Les huiles végétales, c'est aussi bien. La tomate. Ouais, la tomate, prenez la tomate et vous mangez la tomate. Vous voyez, il y a des gens qui prennent la tomate crue comme ça. Voilà, c'est trop bon. C'est pour la prostate. Le thé vert. Prenez le thé vert matin ou soir, comme vous avez la possibilité, prenez du thé vert. Il y a le curcuma. Pour ceux qui n'en prennent pas, c'est très bon, le curcuma. En poudre, vous pouvez prendre ça, réduire ça en poudre ou préparer la sauce avec, mettre ça sur la salade, tout ça. Donc, c'est aussi bien. Le soja que nous consommons tous les jours, très bon, n'est-ce pas, pour la prostate. L'avocat que nous dégustons, oui. Parfois, nous mangeons de ces aliments, de ces fruits, mais sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte de leur utilité. C'est déjà bien d'en manger. C'est déjà bien d'en merci, voilà. Donc, ne pas en prendre, c'est ça. Ne pas en prendre le problème. L'ail, le matin, s'il est possible, prenez juste une gousse d'ail, mangez, buvez assez d'eau, c'est très bon. Et pour finir rapidement, l'oignon, très bon. Et le dernier, cru, pourquoi pas, cru, ou dans la sauce. Le dernier, pastèque aussi très bon. Pour l'eau. Alors, c'est vrai, on a parlé d'aliments. D'ailleurs, le médecin l'a dit, faire attention donc à tout ce que nous ingurgitons comme aliments qui, disons, ont beaucoup de métaux aujourd'hui. Néanmoins, donc, il faut s'assurer de la provenance de ces aliments. La qualité, c'est ça. Il faut s'assurer de la qualité donc, de ces aliments pour ne pas encore s'endommager l'organisme. Alors, Modeste, le message ce matin? Alors, bien avant les messages, je pense qu'on a tendu nos micros à quelques personnes. Nous allons y revenir. D'accord. Alors, à la question, la prostate, qu'en savez-vous? Les gens ont répondu. Pour moi, le cancer de la prostate, c'est une maladie qui survient avec le vieillissement et la multiplication désordonnée des cellules de l'organisme. Bonjour le plateau. Pour répondre à votre question, la prostate, c'est un organe masculin qui joue un rôle fondamental dans la miction et l'éjaculation. On peut avoir une infection de la prostate, la prostatite. La prostate peut grossir avec l'âge et former une tumeur ou une tumeur bénigne ou une tumeur maligne, c'est-à-dire le cancer. Alors, à l'époque de nos parents, il n'y avait pas ces genres de maladies. Pourquoi? Aujourd'hui, nous en avons assez. Bref, nous mangeons des produits assez chimiques et toxiques. Alors, bonsoir le plateau. Ça, c'est un message de Irano depuis le Cameroun. Il dit la prostate, c'est une maladie qui présente plusieurs phases. Donc, le plus courant est le cancer. D'accord. Revenons à l'essentiel. Cette maladie peut être transmise par les chaînes ou par les biais d'une bactérie. Michel qui dit la prostate est une maladie des hommes. Il n'y a que les hommes qui en souffrent. Tous les hommes ont la prostate, tous sans exception. Ils n'en savent rien jusqu'à ce que ça se déclenche. Alors, un dernier message, voilà. La prostate peut être provoquée par la masturbation, une activité sexuelle exagérée, le fait de maintenir fréquemment l'urine pendant un bon moment quand l'envie d'uriner nous prend.
Très bien. Alors, il y a deux éléments sur lesquels je voudrais bien la réaction du médecin. Déjà, au temps de nos grands-parents, il n'y en avait pas. Vrai ou faux? C'est une affirmation gratuite, sans preuve. Parce que nos parents n'avaient pas une science qui les permet d'évaluer. Les parents meurent, on ne sait pas de quoi ils sont morts, et on les enterre, on passe à autre chose. Mais on ne sait pas réellement de quoi ils ont souffert, de quel problème, parce que c'est même après moi, j'ai découvert beaucoup de choses quand je suis venu en médecine, dans ma famille, qui disaient, c'était cette chose-là que l'autre oncle avait ou tes grands-pères avaient. C'est ça, en fait, le problème. On n'a pas une base de données qui permet d'évaluer s'il y en avait ou il n'y en avait pas. Vous savez, quand je parlais de... Quelqu'un a mis dans le message que c'est une maladie qui vient quand la vieillesse, en vieillissant, ce qui n'est pas vrai, parce que autrefois, les gens se contentaient d'étudier le problème de la prostate chez les gens de 40 ans, en oubliant derrière ceux qui étaient plus jeunes. Donc, on te disait que normalement, il ne devrait pas y en avoir. Alors que, quand on a fait une marche arrière pour évaluer, jusqu'à 17 ans, on a un cancer de la prostate. À 17 ans. Très bien. Les rapports sexuels exagérés, on a dit non, c'est plutôt pour maintenir la forme, pour éviter le plus possible aussi de ne pas en avoir. La masturbation. Ça, c'est un autre sujet. Et quand on va rentrer dedans, peut-être on va frustrer les religieux. Que ce soit dans le but d'éjaculer, que ce soit le but de se donner du plaisir, c'est l'abus de tout qui nuit à la santé. Très bien. Merci, docteur. La pensée de ce matin, Modeste? Alors, la pensée de ce matin est celle-ci. La vie m'a appris qu'il y a deux choses dont on peut se passer. La présidence de la République et la prostate. La vie m'a appris qu'il y a deux choses dont on peut se passer. La présidence de la République et la prostate. Alors... pour lui, on peut se passer de la présidence de la République. Si lui ne veut pas être président, ce n'est pas le cas de tout le monde. Est-ce qu'il... Oui, je ne me retrouve pas encore face à la pensée de jour. En attendant alors, oui, Émeric? En attendant, bien sûr. Oui. Et Émeric? Bon, moi, c'est pas réellement dans quelle intention était l'auteur de la pensée. Il dit que s'il devrait se passer de quelque chose, c'est soit la présidence de la République et puis la prostate, je ne sais pas. Ce que moi je peux dire par rapport à cela, c'est juste pour dire que bon, quand vous souffrez de la maladie de la prostate, c'est vrai que peut-être que je n'ai pas eu encore l'occasion de demander au docteur si c'est mortel. Mais de toute façon, toute maladie nous cause toujours de dommages. Donc je pense que personne ne voudrait quand même souffrir d'un mal. Ce n'est pas ce qu'on se souhaite, ce n'est pas ce qu'on souhaite quand on est encore en vie. Donc je pense que bon, plus ou moins c'est l'esprit dans lequel est l'auteur. Docteur, vous y comprenez? Oui, vous savez, quand j'ai entendu la pensée, rapidement, je me suis dit que celui qui a donné la pensée a probablement eu un traumatisme lié à la prostate. Oui. Parce que on ne peut pas s'en passer de la prostate. Ça, oui, de la glande. De la glande, on ne peut pas s'en passer. Oui. Dire que je peux m'en passer pour lui parce qu'il a été traumatisé probablement, je ne sais pas. Mais dire qu'on peut s'en passer, de la maladie. De la présidence, c'est bon. Mais de la prostate, non. Mais de la maladie de la prostate. D'accord. Oui. Mais de la prostate, on ne peut pas parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est une glande de l'appareil reproducteur mâle. Et si vous n'avez pas cette prostate, vous n'allez pas éjaculer. Si vous n'éjaculez pas, vous ne pouvez pas reproduire. Sauf ceux qui ont les moyens qu'on peut aller prélever directement et faire fécondation in vitro. Ce n'est pas donné à tout le monde. Très bien. Est-ce qu'il s'est retrouvé un peu? Oui. Très rapidement alors, parce que là, nous sommes à la bourse. Oui, en fait, ce n'est pas une obligation d'être président. Mais c'est une obligation, comment on l'appelle, naturelle, si je peux m'exprimer en ces termes, qu'un homme souffre, n'est-ce pas, de la prostate. Vous n'allez pas vous en passer, ce n'est pas possible. Non, c'est naturel, ça fait partie, n'est-ce pas, de la vie masculine. Donc, quel que soit ce que vous êtes, vous devrez en souffrir. Il n'y a rien à faire. La présidence n'est pas obligée. Oui, vous n'êtes pas obligé d'être président. Non. Merci. Dans votre coin. Modeste. Vous êtes toujours heureux. Alors, si je vais dans le même contexte que l'auteur de la citation, c'est pour dire s'il y a des remèdes assez naturels,
on peut facilement se passer de la prostate, comme l'éjaculation 21 fois par mois et le sport, comme l'a si bien ignoré le coach et les aliments. Donc, c'est dans cette pensée que l'auteur se retrouvait. Très bien. Et l'auteur, il s'agit de qui? Alors, l'auteur, c'est Georges Clemenceau, dit le Tigre. Il est né le 28 septembre 1841 à Melun. Il est mort le 24 novembre 1929. Alors, vous allez bien entendu, vous allez vous demander pourquoi le Tigre. Il a été nommé ministre de l'Intérieur en mars 1906, surnommé le Tigre, et se désignant lui-même comme le premier flic en France. Il réprime durement les grèves, ce qui l'éloigne des socialistes et met terme à des querelles des éventés. À la fin des années 1906, il devient président du Conseil, fonction qu'il occupe pendant près de 3 ans et qu'il cumule avec celle de ministre de l'Intérieur. Très bien. Merci bien à vous pour ces recherches-là. L'humour, avant de passer à autre chose, au quiz, à ma rubrique préférée. Moment fatidique. Allez-y. L'humour, pour la première image, nous avons notre confrère journaliste qui tend son micro et qui dit « Si je vous dis prostate ». Alors, il tend son micro bien évidemment à un couple. La femme dit « Ça craint ». Alors l'homme dit, c'est un truc de vieux. On dit que ce n'est pas pour les jeunes. Ils sont encore jeunes. Ils sont encore jeunes. Ne vous inquiétez pas. Je pense que... Est-ce qu'il et Émeric, en quittant ce plateau, doivent aller faire les analyses pour se rassurer. Et nos téléspectateurs aussi. Hein. Alors, notre deuxième image, le mois de novembre, c'est le mois du cancer de la prostate. Alors, le médecin qui dit, c'est novembre, mon petit monsieur. Et à lui de répondre, et il n'est plus dans sa peau. Il dit, c'est vraiment obligatoire de le faire. Parce qu'il se demande, et si jamais j'avais cette prostate, on me disait que j'avais cette prostate. En fait, il devait aller faire le dépistage. Voilà, le dépistage, bien entendu. Alors, on est toujours dans un centre, dans une clinique, et... il y avait assez de personnes, assez d'hommes pour l'examen de la prostate. Et le médecin sort et dit, allez, le suivant. Tout le monde, personne ne veut se lever pour l'examen. Donc, il n'y a plus de suivant. Il n'y a plus de suivant. D'accord. Alors, un tout dernier pour finir. Le médecin qui dit, vous n'avez pas éjaculé vous n'avez pas éjaculé depuis un certain temps, n'est-ce pas? Et là, on voit l'image et le scan. L'image, on a les spermatozoïdes. Et les spermatozoïdes de quelqu'un qui éjacule fréquemment et les spermatozoïdes de quelqu'un qui n'éjacule pas. Et là, ça ressemble vraiment à des crapauds. Donc, ça endommage vraiment l'organe de l'homme. Bon, en tout cas, ce n'est pas vrai. Mais allez faire les analyses pour vous rassurer que vous êtes en pleine forme, peu importe l'âge que vous avez actuellement, si vous êtes homme et que vous nous suivez. Dans les dépistages, parce qu'il y a un examen clinique et biologie, l'échographie, c'est le toucher rétal. C'est le toucher rétal là qui fait peur aux garçons pour aller dire qu'on va aller dépister sa prostate. C'est pour ça que personne ne veut aller faire le dépistage. Très bien, merci. Alors, à présent, un mot quand même pour conclure, je vais dire nos échanges sur la prostate parce que nous allons entamer la culture générale. Est-ce qu'on doit subir la prostate, docteur? On a la prostate, on vit avec la prostate, mais les problèmes de la prostate, on peut l'éviter, tout simplement. Très bien. Est-ce qu'il? Oui, on peut l'éviter par la prise, n'est-ce pas, de conscience qui voudrait dire la marche, le sport que nous devons faire 3 ou 4 fois par semaine et l'alimentation contrôlée, beaucoup pour notre alimentation. Voilà deux mesures. Merci. Émeric? Je pense que l'essentiel a été dit par le médecin, par est-ce qu'il également, donc il nous revient à nous en tant qu'hommes de prendre nos précautions, surtout pour éviter ce mal-là, parce que c'est vrai, on a dit que la prostate c'est tout à fait normal, mais la maladie liée à la prostate c'est ça qui est un peu grave, donc il vaut mieux prendre ses précautions et le plus tôt possible, et éviter surtout les causes de cette maladie pour ne pas la subir.
Merci beaucoup. Modeste. Alors, éviter cette maladie, je vais quand même parler. Éviter cette maladie, et ça passe aussi par la femme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est un facteur indispensable dans cette lutte. Merci beaucoup. Alors, je vous avais dit de préparer ou bien de réviser les capitales africaines. Teste ta culture. Alors, nous allons y arriver, nous allons y aller. Donc, la première question, c'est essentiellement donc des questions-réponses. Questions avec proposition de réponse. Les équipes sont là, hein, et également aujourd'hui, c'est face à face. Nous avons Eskil et Émeric, et nous avons Modeste et le docteur Edon qui sont en équipe et qui sont partenaires. Première question, donc, et sa proposition. Quelle ville africaine est surnommée la ville aux 7 collines? Nous avons Abidjan, nous avons Yaoundé, nous avons Kigali et nous avons N'Djamena. Quelle ville est surnommée la ville aux 7 collines? Réponse? Kigali. Non, c'est pas Kigali. Réponse? N'Djamena. Non plus. Bon, là, je suis obligée de donner la réponse. C'est bien Yaoundé avec 7 collines qui sont réputées. Oui, c'est bien Yaoundé, la ville aux 7 collines. Deuxième question, quelle est la capitale de l'Angola? Capitale de l'Angola, nous avons comme proposition Belmopan, nous avons Porto-Novo, nous avons Corban, nous avons Luanda. Luanda, exact. C'est moi naturellement. Je pense que c'est Émeric. Alors, deuxième question, plutôt troisième question donc pour ce quiz. Quelle est la capitale du Gabon? Accra, Khartoum, Conakry, Libreville. Libreville, naturellement. Bon, c'est toujours moi. Juste là, je n'ai pas encore compris le principe de jeu. Le principe, je pose la question. Quel est le présent à la fin, celui qui rapporte. Quel est le ça, c'est après l'émission. C'est ça qui me motive. Vous aurez l'honneur d'avoir répondu. Et nous sommes à l'antenne, ne l'oubliez pas. Très bien. Dans quel pays se trouve le Kilimandjaro? Dans quel pays se trouve le Kilimandjaro? Je pense que vous en avez entendu parler lorsque vous étiez encore à l'école. Il y a le Kenya, il y a la Tanzanie, il y a le Mozambique, il y a l'Éthiopie. Proposition. Le Kilimandjaro se trouve où? Merci, Tanzanie. Ouais. Plus vite cette fois-ci. Alors, cinquième question. Quel est le pays le plus grand d'Afrique? Nous avons comme proposition le Congo, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Soudan. Non. L'Algérie. Merci, l'Algérie, oui. Qui est le pays le plus grand. Ou bien est-ce ça fait 2-2, n'oubliez pas, ça fait 2-2. Alors, nous poursuivons la sixième question. Donc, quelle est la capitale de la République centrafricaine? Nous avons Windhoek, nous avons Niamey, nous avons Abuja et nous avons Bangui. C'est Windhoek. La capitale de la République centrafricaine. Non, ce n'est pas Windhoek. Bangui. C'est bien Bangui. Bangui. Quel pays a pour capitale Banjul? Nous sommes à 3-2. Quel pays a pour capitale Banjul, s'il vous plaît? Niger, Sénégal, Somalie ou Gambie? Banjul. Gambie. Oui, la Gambie. Parfait. Exactement. Et huitième question. Alors, nous avons ce qu'on a finalement qui... Qu'est-ce qui se passe? Non, alors... Ils s'empressent pour arracher les réponses. Nous, on a appris à passer. Non, mais vous avez c'est une équipe. Donc, quand ils gagnent, je gagne. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous taisez. Donc, voilà. Alors, nous avons encore deux ou trois questions. Donc, vous pouvez encore répondre. Après le Nil, vous connaissez le Nil, bien entendu. Quel est le second fleuve le plus long d'Afrique? Il y a le fleuve du Niger, le Zambèze, le fleuve Congo ou le fleuve Limpopo. Ou le Limpopo, c'est ça. Le Niger, le Zambèze, le Congo ou le Limpopo. Quel est le second fleuve le plus long d'Afrique? Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Afrique de l'Ouest, c'est dans l'Afrique de l'Ouest. Proposez. Non, Proposition, une proposition quand même d'ici.
Le Congo. Le Congo, merci. Bon. le pot nous revient. N'est-ce pas? Merci. Alors, 9e question. Quel pays donc a pour capitale Tripoli, l'Érythrée, le Togo, la Libye, le Maputo? Tripoli se trouve dans quel pays? Tripoli se trouve dans quel pays? Les propositions sont affichées. Nous avons l'Érythrée, le Togo, la Libye, le Maputo. Proposition? Maputo. Non. Proposition? Libye? C'est la Libye. Merci. Il ne peut pas avoir deux réponses dans le... Mais proposez. Et dixième question. Rappelez souvent le score, c'est important. Là, nous sommes à 5, je pensais. 5-2. 5-2, oui. Ouais, et dans quel pays se trouve, ou plutôt, quel pays n'est pas traversé? Quel est le pays qui n'est pas traversé par le Zambèze? Le Zambèze qui est un fleuve. Quel est ce pays-là qui n'est pas traversé par le Zambèze? Il y a l'Angola, il y a la Zambie, il y a le Zimbabwe et il y a le Soudan. L'Angola. Non. La Zambie. Non. Le Soudan. Si c'est pas... Jean, c'est Jacques. Et si je disais non? C'est le Soudan. Bon, la question est... C'est bien le Soudan, ça fait 5-4, c'est le Soudan, exactement. Merci à vous, c'était très très enrichissant. En tout cas, vous avez fait un constat? Il faut se préparer. Mon équipe remporte toujours le quiz. Pour l'instant, on vient de démarrer. Alors, ce sera donc ainsi que nous allons toujours clôturer notre plateau avec Teste ta culture, ce moment de questions-réponses pour vous permettre de faire un remue-ménage de tout ce que vous saviez sur la culture générale. Merci infiniment à vous qui avez apporté votre savoir-faire à cette discussion sur la prostate. Docteur Edou, un mot pour finir. Un mot pour finir. La prostate, c'est une glande nécessaire pour l'homme et son entretien est très important pour éviter les maladies de la prostate à la longue. Et est-ce qu'il? Oui, il faut tout faire pour être un homme à part entière et jouer son rôle, n'est-ce pas, d'homme. Tout ça, ça dépend de notre qualité, de la qualité de vie que nous menons. Il faut manger sain, un peu de sport, être positif et je suis sûr que vous aurez une vie bien longue et bien organisée. Merci. Est-ce qu'il est Émeric? Déjà, il faut dire que quand vous ressentez les symptômes de la maladie de la prostate, comme l'a énuméré tout à l'heure le médecin, il faut déjà faire recours, il faut avoir le réflexe de faire recours à un médecin pour consultation et pour qu'on vous diagnostique par rapport à cela. Donc, le mal existe, il faut prendre ces précautions pour pouvoir l'éviter. Modeste? Alors, le premier ennemi de l'homme, c'est la maladie, donc prenez vraiment soin de vous et la santé avant tout, et la santé avant l'argent et la santé avant les autres choses. Merci beaucoup à vous, amis téléspectateurs. Je vous invite tout simplement à faire attention à la grosseur de votre prostate. Cela vous indiquera s'il y a problème ou pas. Allez tout de suite consulter pour savoir si vous avez le cancer ou encore juste une hypertrophie. Et faites attention également aux infections que vous avez également au niveau de la prostate. Et s'il vous plaît, allez faire le dépistage, peu importe l'âge que vous avez. N'attendez pas d'avoir 40 ans, 50 ans en pensant que c'est une maladie de vieux. Allez faire le dépistage pour vous assurer, pour vous rassurer que vous êtes toujours en parfaite santé. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que prend fin ce plateau. Merci à vous toujours pour votre fidélité. Docteur Félicien Edou, est-ce qu'il pose main? Émeric Okupeli et Modeste Dossou Togbe, on se retrouve demain.